Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, le média internet, hym.media. Je vous retrouve pour une nouvelle émission témoin où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Claude Gilles. Claude, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans ce cadre de cette émission, Claude. Alors, je te le dis parce que tu ne le sais pas, cette émission, elle a pour but d'interviewer quelqu'un qui, en apparence, est ordinaire, mais qui a eu une vie extraordinaire. Ok. Ok. Tu vois, c'est ça le concept de cette émission. D'accord. Et je t'ai rencontré grâce à Bertrand Leroy. Tu viens à l'occasion au Secret Night, donc ce qui laisse entendre pour les internautes que tu vis en Basse-Normandie, dans l'Orne, dans un petit village qui s'appelle Belou en Ulm. Belou en Ulm. Ulm. H-O-U-L-M-E, oui, c'est pas toujours facile à prononcer. Tu es poète, tu es jardinier, tu es auteur, différentes casquettes, et on va avoir l'occasion de découvrir un petit peu justement qu'est-ce qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui, ton parcours de vie qui, de ce que j'ai pu échanger, partager avec toi, est incroyable. Est-ce que tu peux nous dire ton âge, si c'est pas indiscret? Non, donc j'ai 62 ans. 62 ans. Tu es né en Basse-Normandie? Oui, tout à fait, à Argentan. Argentan? Oui. Quel genre de petit garçon t'étais? En fait, à la petite école, j'étais assez studieux, quoi. C'est vrai? Oui, j'étais assez studieux et surtout j'ai eu une institutrice, encore à l'époque, qui avait le petit chignon derrière, mais qui était vraiment adorable, très gentil, qui aimait beaucoup les enfants, quoi. Et ça, les enfants le ressentaient évidemment. Donc le premier démarrage a été très, très bien, quoi. Ok, frère et sœur ou pas? Un frère. Plus aîné ou plus jeune? Plus jeune, 3 ans plus jeune. D'accord, donc c'était toi l'aîné. Oui. Lorsque je précise un petit peu, ou je te pose des questions pour situer, tu vois, dans quel climat tu as grandi, dans quel climat tu as évolué, qu'est-ce que tu pouvais dire des valeurs essentielles que tes parents t'ont inculquées? Même si tu les as pas gardées, hein, c'est pas grave. Non, c'est oui. Leur philosophie. Le respect des autres, le respect des personnes. Et l'amour du travail bien fait est fini, quoi. Oui, voilà, c'est. Est-ce que tu estimes que tu as été élevé à la dure ou pas? Puisque tu es quand même d'une génération où la plupart des parents élevaient leurs enfants oui, assez difficile. Non, nous, on a quand même été assez gâtés parce que mon père et ma mère n'ont pas eu forcément cette chance-là. Mon père a perdu sa mère et sa sœur très jeunes. Et ma mère, c'était quand même un milieu assez pauvre. Donc nous, en contrepartie, on a été... Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait une éducation quand même assez sévère. Surtout pour les sorties adolescence, et c'est moi qui essuyais un peu les plâtres. Obligé. Le frangin, après, c'était plus facile. Beaucoup plus facile pour lui. Est-ce que tes parents avaient... puisqu'on parlait de leur philosophie ou de la morale, est-ce qu'il y avait une idée religieuse ou spirituelle derrière ou pas du tout? Ma mère était dans la tradition catholique, mais pas tellement pratiquante, parce que vu qu'elle était dans un milieu pauvre en campagne, elle trouvait qu'elle avait subi quand même assez fortement l'influence des gros agriculteurs, il y avait une classe quand même assez, et les pauvres étaient un peu rejetés. Donc ça l'a éloignée quand même de la religion catholique. Et du côté de mon père, ils étaient athées chez eux. C'est une tradition, voilà. Donc il s'est converti après, mais d'accord. Oui, c'était assez un fait assez étonnant. Ils sont encore en vie aujourd'hui? Oui, tout à fait. Les deux? Oui, les deux. Mon père a 91 et ma mère a 85, 86. Ouais. D'accord. De vivre à la campagne, comment est-ce que c'est qu'est-ce que tu as pu tisser comme lien avec, j'allais dire, la nature? Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais très proche? Ah oui, c'était fantastique. Puis ce qui était bien, si tu veux, c'est qu'à l'époque, jusqu'à l'âge de 10 ans où je suis resté à Argentan,
C'était quand même une petite ville déjà, donc ça n'avait rien à voir avec la campagne. Ma grand-mère habitait à côté de Briouze, donc à 30 km, et je venais en vacances chez elle. Et là, je découvrais les petits garçons de mon âge de la campagne, jouais avec eux, connaissance avec eux. À l'époque encore, très fortement, le parler, le patois normand, qui était vraiment la langue parlée par beaucoup de gens. Donc il y avait vraiment une différence. Et à tel point que quand je venais en vacances, des fois, les gars d'ici me traitaient de parisien, tu vois. Alors que j'étais à 30 km, tu vois. Mais pour moi, le fait de ne pas être trempé, tu vois, vraiment dedans, ça me donnait un recul et un émerveillement à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère en vacances. Le souvenir, et j'en ai fait une poésie, le souvenir le plus impérissable que je garde de ces moments-là, c'est moi dans la chambre au-dessus, la grand-mère en bas qui faisait teinter ses sabots sur le carrelage, et l'odeur du lait, tu sais, qui vient d'être bouilli, quoi, qu'elle avait tiré de la vache et qui vient d'être bouilli. Ça, moi qui me lève, couvre la fenêtre, et un concert d'oiseaux, mais inimaginable, une symphonie. Et ça m'a bouleversé. Je m'en souviendrai toujours toute ma vie, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire, d'après toi, que c'est de là que te vient l'amour pour la Normandie et ses traditions, ses mystères, ses légendes? Ah oui, je crois que oui, là, j'étais vraiment imprégné. Et la langue était quand même très forte. Il y avait encore le patois, enfin, qui était vraiment parlé. Hein, vraiment parlé. Tu l'as appris? Donc je l'ai appris à ce moment-là, je l'ai bien retenu. Tous les gens de ma génération, même s'ils ne savent pas trop le parler, ils comprennent assez bien, quoi. Et il y en a qui est assez sophistiqué, quoi. C'est beaucoup d'images, et mon grand-père utilisait aussi beaucoup de sentences, tu sais, de phrases, de dictons, de sagesse. Il y en a une multitude, quoi. C'est là que te vient ta culture celte, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard, que tu as approfondi? Alors, dans les années 80, je me suis intéressé à la quête du roi Arthur et du Graal, et j'ai même fait partie de l'association un court moment qui était basée à Bagnoles-de-l'Orne, et dont le président, qui était un homme très sympathique, était Georges Bertin, qui travaillait avec l'université de Caen. Donc, qui ont vraiment fouillé la question dans la région de Basse-Normandie, et notamment dans le Passé, ce qu'on appelle le Passé, la région du Passé, qui se situe entre le sud de la Normandie, et c'est la frontière entre la Normandie et la Bretagne. D'accord. Et c'est pour ça qu'on appelle le Passé le passage. Voilà aussi, Lancelot du Lac, c'est le passage aussi vers un autre monde aussi. Donc il y a toute une démarche. Donc je me suis intéressé à ça dans les années 80. Bon, alors j'ai fait ma communion ici solennelle, vraiment très solennellement, et j'ai même eu l'impression à un moment de vouloir devenir prêtre, quoi, si tu veux. Alors justement, c'était très puissant, quoi. Alors j'allais y venir, je voulais savoir, tu nous parles de ton éducation, notamment à l'école, élève assez studieux, et ton rapport justement alors, je dis spiritualité sans y mettre de connotation religieuse de prime abord, hein, parce que chacun peut. Donc, en quoi, j'allais dire, tu as fait donc du catéchisme? Oui, tout à fait, oui. En quoi le message du Christ a pu, toi, t'interpeller plus qu'un autre message? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le message du Christ? En fait, j'ai eu la chance, à travers toute cette structure qui était là quand même assez présente, d'avoir des bons maîtres, des bons prédicateurs, avec beaucoup de sagesse. Et les petits inconvénients qu'il pouvait y avoir ou n'importe, j'ai retenu surtout c'est une grande sagesse quand même qui était... Et à l'époque, il y avait encore dans les campagnes ce qu'ils appelaient les missions, c'est-à-dire c'était des prêtres ou des séminaristes qui étaient envoyés par groupe de 2 ou 3 dans les villages, et les gens ils rentraient dans les maisons, et par exemple il y avait une dizaine de personnes, et là ils parlaient de l'évangile et des textes et de l'interprétation. Donc ça, c'était très formateur. Et tes parents laissaient ça?
Malgré le fait que ton père soit athée et que ta mère... Ça, par contre, ces réunions-là, moi, je les ai pas connues. Parce d'accord. Par contre, je savais que ça existait à la campagne, quoi, en Corse. Et ça... et je me souviens d'un prédicateur, notamment, quand il y a eu, pour moi, la fracture entre le monde ancien, traditionnel, et le monde moderne qui est arrivé. Il y avait clairement des prédicateurs qui disaient attention, attention, on va dans un autre monde et le maître, ce n'est pas l'argent. Et ça m'est toujours resté. Oui, je viens de croire, je comprends. Comment tu estimes avoir vécu ton adolescence? Alors là, à partir de 15 ans, à partir de l'âge de 15 ans, là j'étais vraiment révolté. Contre qui? Pourquoi? Contre le monde, tout le monde environnant, l'établissement. Je ne voulais plus reconnaître personne que moi-même et les pensées qui pouvaient me... C'était vraiment... En mai 68, t'avais quel âge? J'avais 14 ans. D'accord. Donc j'ai vécu un peu ça... de loin. De loin. Enfin, si j'avais été élu délégué de classe en 3e, j'ai vécu quand même cette ambiance révolutionnaire qui était là, omniprésente partout, quoi. Je l'ai quand même ressenti, quoi. Et est-ce que ça se ressentait aussi dans ta famille, ne serait-ce que par rapport peut-être à la politique? Pas tellement, parce que mais mon père avait quand même une bonne situation. Par contre, j'avais un oncle qui était dans les postes et lui qui était à fond dans le mouvement, quoi, dans la révolution, quoi, qui a été une révolution quand même, quoi. Pendant 3 semaines, assez intense. Alors, qu'est-ce qui t'a permis quand je dis qu'est-ce qui t'a permis, quelles sont les sources qui t'ont amené à te dire que le monde dans lequel tu vivais, ça allait pas? Tu parles de l'establishment, hein, tu parles tu étais assez révolutionnaire au fond de toi, en révolte. Qu'est-ce qui t'a nourri pour nourrir cette révolte? Qu'est-ce que tu entendais? La base de départ est vraiment révolutionnaire. C'était ma grand-mère. C'était ma grand-mère, femme d'un cantonnier à la campagne, qui a trimé toute sa vie pour élever ses enfants. Et elle était vraiment révolutionnaire. Elle ne supportait pas les gens qui écrasaient les autres et tout, tu vois, l'oppression. Elle ne supportait pas l'oppression. Et en plus, elle, c'était quand même assez politique, sa façon de penser, parce qu'elle m'a toujours dit que quand elle était servante dans les fermes, elle est toujours tombée sur des bons patrons, sur des gens qui ont été corrects avec elle. Ouais. Mais c'était dans l'ensemble des choses, si tu veux. Une soif de justice. Je crois que c'est une soif de justice qu'elle avait vraiment, et qu'elle m'a transmise, quoi. Alors comment est-ce que justement tu l'as transposé, cette justice ou cette soif de justice dans ta vie de tous les jours, puisque tu parles d'une adolescence révoltée? Eh bien, très vite, j'ai voulu travailler à la campagne. Déjà au milieu de la nature, et travailler à la campagne et essayer de vivre de la campagne. Donc j'avais fait une formation agricole, voilà, donc très vite ça a été ça. Et après, j'étais vraiment emporté par le mouvement hippie, quoi. Par tout ce qui venait des États-Unis, voilà. Donc là, c'était des gens qui correspondaient complètement à moi, à ma façon de penser, qui étaient révoltés. Quelle source, livre, musique, qui t'a influencé? Parce que le mouvement hippie, c'est large. Ah bah oui, c'est très large, ouais. Et ben en fait, c'est plutôt comme une vague, quoi, générale. Des images. Alors quelle image tu as? L'image est de gens libres et qui vont faire une nouvelle société, qui rejette complètement la société industrielle qui va arriver, machine,
de Deep Purple, Ouais. qui rejettent cette machine et qui vont créer une autre société. Mais pour commencer à la créer, il faut déjà se connaître bien soi-même. Alors tu être dis ça, bien dans sa peau. ouais, mais tu dis ça peut-être avec ton expérience, mais à l'époque, est-ce que tu avais cette... C'était très instinctif. Quoi. C'était très instinctif et donc moi ça se traduisait dans mes vêtements, dans ma coupe de cheveux. C'était un combat permanent avec les parents. Ah bon? Permanent avec ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je me fasse couper les cheveux, ça faisait pas bien quoi. Ah oui. Et donc, j'ai revu un copain de Briouze qui écrit des livres, policiers, qui vit en région parisienne maintenant. Et lui, il avait 5 ou 6 ans de plus que moi. Il m'a dit, écoute, tu sais, dans les années 70, Claude Gilles à Briouze, c'était la révolution, quoi. C'était nu-pied, dans les rues du Patelin, qui vivait encore... Briouze, la communauté et tout, campagnard vivait encore comme dans le schéma des années 50-60, si tu veux, c'est-à-dire très cadré. Donc là, c'était beau. Oui, d'accord, ouais, je comprends. Et comment est-ce que tu voyais une sorte de lien entre, puisque tu parlais de ta profession de foi et de l'idée peut-être à un moment donné d'être prêtre. La spiritualité. Ouais. Est-ce que tu vois un lien entre justement... une conciliation entre le fait de vouloir être prêtre et le fait d'être révolutionnaire. Est-ce que finalement, à un moment donné, tu t'es pas éloigné de... Alors, je sais pas à quel âge tu as fait ta profession de foi, mais... 11 ans. Entre la non-violence qui pourrait être promue par le Christ. Oui. Et le fait d'être révolutionnaire, c'est un petit peu antinomique, tout ça. Oui. Donc, moi, j'ai été quasiment tout le temps non-violent. Quasiment. J'ai eu très peu de périodes où j'ai voulu suivre ou avoir l'idée de prendre des armes pour... J'avouerais, peut-être des fois de temps en temps jouer avec des explosifs, style FLB, quoi. Bon, aussi, à une époque, ça m'aurait peut-être tenté. Mais c'est tout, quoi. Il y a cette ambivalence entre le message du Christ de prime abord, parce que être prêtre, c'est pas, ou l'idée de vouloir être prêtre, c'est pas anodin, c'est pas rien. Oui. Tu parles quand même de non-violence. Tu parles du mouvement hippie. Le mouvement hippie, est-ce que la source en était via la musique exclusivement? Est-ce que tu lisais des livres en rapport avec cette mouvance, les penseurs américains ou certains livres? Est-ce que les livres t'ont nourri aussi dans ce sens-là? Eh bien, en fin de compte, c'était surtout la musique. Surtout la musique et les images qu'on pouvait en voir un peu dans les reportages, mais surtout la musique. Parce qu'en fait, dans nos campagnes, pour avoir des livres ou simplement des illustrés ou une information. Après, oui, j'ai pu avoir quelques livres quand même quand j'ai rencontré des gens dans mes voyages et tout, du poète Timothy Leary, des choses comme ça, quoi, après. Mais au départ, c'était vraiment que la musique, quoi. Mais c'était extrêmement puissant, quoi. Parce que c'est à tel point que, à une certaine époque, si tu veux, c'était très bien vu de laisser toujours sa porte ouverte et n'importe qui passait sur sa route pouvait frapper à la porte. Et ça, pour moi, c'était fondamental de ce mouvement-là. C'est vraiment un rapprochement entre les êtres humains, une ouverture d'esprit et un don de soi, que le matériel n'existe plus, que tu partages. Bon, c'est vrai que c'est très proche du Christ ou des évangiles. Et je me demande si, avec le recul du temps, si ce courant-là n'est pas carrément descendu du ciel à ce moment-là. Parce que c'était une révolution non violente, mais extraordinaire, extrêmement puissante. Oui, tous les carcans ont explosé. Et puis alors, en plus, mondial. Je veux dire que si tu revêtais l'apparence hippie par des bagues, des bracelets, comme un certain, ornement, si tu les revêtais, tu faisais partie d'un peuple, et à partir de ce moment-là, de ce peuple-là, tu avais les portes ouvertes partout.
partout. Donc tu pouvais aller en Yougoslavie, tu pouvais tomber sur des gens, des frères comme toi ou sœurs en Yougoslavie, qui t'ouvraient la porte, tu les rencontrais dans la rue. Je fais le stop jusqu'à Lyon. Je suis arrivé à Lyon le soir, à 10h le soir. On a rencontré des jeunes, avec mon ami, on a rencontré des jeunes le soir, et le soir, on mangeait, on dormait chez eux. Des gens qu'on avait. Mais voilà, les codes étaient vraiment assez puissants, quoi. Ton frère, est-ce qu'il a suivi cette vague? C'est pas le même tempérament, c'est pas le même tempérament que moi, et donc lui, il a plus d'appréhension par rapport à un idéal révolutionnaire, quoi, si tu veux. Il partage, mais il a plus de mal à franchir des pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Les relations avec les femmes, donc dans cette adolescence, quelle place occupe-t-elle? Beaucoup d'amis et de confidentes, et des femmes qui m'ont écouté. Et autrement, à travers elles, quelques grands amours, ouais. Quelques grands amours. Mais peu. On parle de l'adolescence, là? Adolescence, oui. Ouais, ouais. Oui, adolescence, oui, c'était assez calme de ce point de vue. Entre 15 et 20 ans, c'était assez calme, quoi. Tu nous dis avoir fait des études dans le domaine agricole. Donc tu te destinais à travailler dans le milieu de l'agriculture. Oui, la terre, oui. Ouais. Ouais. Comment ça se passe justement une fois que tu as ton diplôme en poche? Est-ce que tu, dans ce côté en même temps révolutionnaire, soif d'un renouveau, de liberté, voilà, donc on peut parler d'anarchisme, peut-être. Et puis de l'autre côté, le fait d'avoir fait des études, quand tu es jeune homme, comment est-ce que ça se passe finalement? Qu'est-ce que tu décides de faire? Donc alors là, après, la période de travail après les études, quelques études que je fais aussi une formation, parce que ça me plaisait, qui m'a servi après quand j'ai eu ma petite ferme où j'ai fait mes fromages. J'ai fait une formation de laiterie, j'étais dans le Jura, faire une formation de laiterie pour apprendre à fabriquer le beurre, la crème. Puis mon père travaillait là-dedans. Puis ici, c'est vraiment dans le bocage, vraiment imprégné. Donc après, pour pouvoir aussi travailler, c'était encore le domaine de la terre, mais un petit peu différent. Une spécificité, tu as choisi une formation complémentaire. Transformation. Et là, dans le Jura, point de vue professionnel et vis-à-vis de mes parents, ça a été catastrophique, quoi, parce que j'ai fait mon année. Mais j'ai rencontré là-bas les premiers voyageurs qui rentraient des Indes. Donc, les vrais en chair et en os, quoi, qui avaient été en stop là-bas et tout. Donc là, première expérience with joints. Oui, avec les joints, oui. Oui, bon. Et à l'époque, c'était pas les joints, c'était plus les silums. Ouais. Donc, il y a tout un cérémonial, entrer dans le cercle. Rien à voir avec ce qu'on... Ah ben non, on faut rentrer dans un cercle. D'abord, tu faisais connaissance avec les gens, tu en parlais, tout ça. Les gens voyaient si tu pouvais être capable aussi de supporter psychologiquement aussi le produit, même si c'était un produit assez oui, peut-être anodin, anodin maintenant, mais bon, voilà. À l'époque, c'était quand même des... voilà, et puis il y avait aussi quand même des grandes qualités, hein. C'était des qualités de produits aussi, c'était pas tellement coupé, tu vois. Donc là, tu rentrais dans le cercle, et après, tu passais le chilum, et puis Et après, à chaque fois que tu les retrouvais, c'est dans un concert ou dans un... On se mettait à l'écart, et puis... Et on ne s'occupait de rien, ni de personne, et pas des gendarmes non plus, quoi. Je veux dire, c'était le dernier de nos soucis. De nos soucis. Alors, j'aimerais saisir, qu'est-ce qui t'a amené dans le Jura? Parce que tu es quand même dans le pays du fromage ici. La Normandie, t'es quand même bien placé. Oui. Pourquoi aller faire une formation pour faire du fromage dans le Jura alors que potentiellement tu aurais pu la faire ici?
Eh bien, en fait, bizarrement, parce que il n'y avait pas d'école de laitière, de formation laitière dans la région. Ah bon, La plus proche dans l'ouest, c'était en Charente-Maritime, si tu veux. Et j'avais déjà eu un copain qui avait été dans le Jura. D'accord. Et puis moi, c'était l'occasion de faire mon premier voyage aussi, quoi. Ouais, de quitter le giron familial. Voilà. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. Premier grand voyage, quoi. Bon, puis là, qui a duré un an, parce que bon, puis d'autres gens, une autre langue aussi, parce que là, il y avait un patois assez fort aussi. Puis des gens super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres donc ces premiers voyageurs? Ces premiers voyageurs, et ça fait un peu comme à l'époque médiévale, quoi. Tu rencontres des voyageurs, et là, c'est comme un livre, quoi. Il t'ouvre un livre. Et voilà. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est fait. Et donc, après cette année d'école, j'ai fait la formation. Et j'étais tellement aussi peu assidu, mais j'ai quand même le respect des gens qui m'enseignaient et puis de ma famille. Donc, j'ai quand même suivi un peu, mais j'ai pas eu l'examen. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier amour, Marianne. Et on a vécu 2 ans ensemble, une année dans le Jura, et un an, elle est revenue avec moi ici vivre en Normandie. Et à l'époque, les premiers voyages que j'ai faits, j'avais une moto et on partait tous les deux en moto. On faisait en Ardèche. J'ai fait les premières vendanges à cette époque-là, avec cette petite moto. Donc, si tu veux, ça fait à l'autre bout de la France, hein, avec la 125. Donc là, je partais avec mon sac dessus et tout. Like a bird. Ouais. Like a bird. Ouais. Et j'ai fait connaissance de Thésée aussi, le mouvement Thésée chrétien, tu vois. Non, je ne connais pas, non. Donc c'est un mouvement œcuménique qui a été fondé par Frère Roger et donc qui a démarré dans les années 70. Et à l'époque, c'était des tentes. C'est une communauté de frères aux bases, mais œcuménique, c'est-à-dire protestants, orthodoxes, catholiques. C'est lui qui a monté ça. Et qui était fait pour les jeunes de toute l'Europe, quoi. Et qui existe toujours, quoi. Donc qui sort du giron de l'Église catholique, si tu veux. Et tu les as rencontrés où? Je les ai rencontrés là-bas, sur place, en fait. Je faisais les vendanges à 40 km en Bourgogne, pas loin de Cluny. L'église de Cluny. Cluny, où il y a eu le fameux Saint-Bernard et tout, qui était une université de l'époque au Moyen-Âge, quoi, Cluny. Donc à Thésée, j'étais là-bas aussi, j'ai rencontré d'autres gens. Des gens qui étaient entre les deux, là, qui étaient entre le mouvement libertaire et le mouvement religieux, quoi. Comme toute notre jeunesse un peu à l'époque. Ah, justement, comment est-ce que tu as pris ce qui était véhiculé par le mouvement Thésée? Donc encore une fois, cette connexion à Dieu. Hein, oui. Comment tu perçois ça, sachant qu'au préalable, tu avais été dans le Jura, tu avais vu ces hommes qui avaient été en Asie, ces premiers voyageurs qui te racontent des histoires avec une certaine forme de spiritualité, l'hindouisme, le bouddhisme. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc, tu as commencé à être nourri un peu de ça. Donc, tout à fait, oui. Avec le mouvement Thésée, on revient à... Alors, ok, c'est œcuménique, mais en même temps... Plus de formalisme, tu veux dire, enfin, oui. Ça, c'est toi qui le dis, je ne sais pas, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même un mouvement œcuménique, on parle d'une religion qui pourrait être assez enfermante pour certains, puisque toi, tu étais dans le mouvement libertaire, hippie, et oui, même si tu avais certaines valeurs, on va dire, proches du mouvement chrétien, quand on est un mouvement chrétien, de religion chrétienne, est-ce qu'à un moment donné, justement, la notion de la religion, avec tout ce qu'elle pouvait véhiculer à l'époque, parce que mine de rien, à mai 68, je ne sais pas dans quelle mesure, ça c'est toi qui peux me le dire, dans quelle mesure les jeunes se sont affranchis du carcan qui était aussi la religion, et à rejeter des fois en bloc. On passe le bébé avec l'eau du bain. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je te demandais comment est-ce que tu as abordé ce mouvement, parce que là tu m'en parles, donc c'est peut-être qu'il a eu une importance. Ah oui, par rapport à la communauté de Thésée, quoi. Ouais. En fait, la communauté de Thésée, c'était une parenthèse que je faisais à mon enfance, beaucoup plus spirituelle avant, quoi.
C'était une parenthèse que je faisais. C'était un lien que je continue de faire, quoi. Affectif. Affectif avec l'Église. Je crois que c'était ça que je faisais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce qu'il pouvait véhiculer dans cette communauté? En fait, c'était très libre. Il y avait, déjà, il n'y a pas de... il y avait un office, mais bon, il y avait des instruments de musique. Et puis les chants, donc c'était des psaumes. C'était assez méditatif, en fait. C'était assez méditatif, quoi. C'était vraiment pour la recherche intérieure, là. On sentait tous ces gens qui venaient, c'était assez pour la recherche intérieure. C'est ce que tu voyais? Ouais, c'est ce que je ressentais, quoi. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce qu'aujourd'hui tu joues de l'harmonica. Je sais que tu es mélomane et puis tu parles de l'importance de la musique dans le mouvement hippie qui t'a beaucoup influencé. Est-ce que tu as commencé soit dans l'adolescence, soit à ces moments-là, à jouer d'un instrument, quelque chose qui est en lien avec la musique ou pas? Alors, ben oui, mais donc pour en finir avec mon parcours professionnel, si tu veux, après cette école là, je suis vraiment tout lâché et je me suis mis dans des périodes de chômage. Je travaillais 3 mois et après je prenais du chômage et pendant 6 mois, après j'avais passé mon permis, j'avais une Dodoche. 2 chevaux, et pendant 6 mois, je roulais avec un copain qui avait une guitare, qui m'a appris la guitare, et dans le même esprit, on allait les uns chez les autres, et tous les jours on faisait de la musique, tous les jours. Et là, j'ai appris à faire de la guitare avec lui, bon, basique, hein, mais avec un grand amour pour le blues tout le temps. Donc, alors, parce qu'en plus, pour remettre dans un contexte, les années 70, fin 68, tu dis donc 68, tu as 14 ans, donc début 70, donc 18 ans. 18 ans, voilà. Ouais. À l'époque, il y avait encore la possibilité de travailler. Trouver un travail n'était pas un souci, n'était voilà. pas un problème. Voilà. Donc, comment est-ce que ta famille, tes parents ont vu le jeune homme que tu étais qui ne s'engageait pas dans une profession voilà. et qui préférait... Tout à fait. Ben, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Ah ouais. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est vrai qu'à l'époque, en plus, vous pouvez faire une saison 3 mois en laiterie et puis voilà, rentrer chez les parents ça ne coûtait pas de frais, quoi. C'est pas la question du tout de profiter, mais je veux dire, tu étais là, tu n'allais pas aller louer un truc alors que tu étais chez les parents, quoi, je veux dire. Donc pendant 3 mois, tu pouvais économiser un peu de sous, puis après, voilà, pof, moi c'était mon esprit. La route. Ah, et les parents, donc, un petit peu difficile. Oui. Donc notamment, quand j'avais un très bon copain et qui faisait de la moto avec moi sur la 125, hein, donc on faisait des périples. Et lui, son beau-frère était tunisien. Et je ne sais pas pourquoi, la Tunisie à cette époque-là, ça me parlait. Faire un tour dans le sud. Donc mon projet, c'était de partir tous les deux, descendre tout le sud de la France, aller en Corse, avec ta moto, en bateau, et après en Tunisie où on aurait été hébergé dans sa famille. Et ça, donc à l'époque, j'avais 18 ans, et la majorité n'était qu'à 21 ans. Ouais. Donc ça, ma mère n'a pas accepté ça. Donc quand tu parles de la dodoche, c'est quand tu étais majeur? Là, j'ai à peine. Oui, tu as raison. Oui. Les permis, je les ai eu beaucoup plus tard. Hein, parce que la 125, tu n'avais besoin qu'une licence, si tu veux. Donc c'était un petit truc. Après, j'ai passé le permis moto et voiture à 23 ans, beaucoup plus tard. Le service national? Alors là, oui. Excellente question. Donc 1973, donc inscription donc 53 à 73, 1973. Donc à l'époque, j'étais dans le Jura et ça s'était passé à Mâcon. Le centre de recrutement, c'était Mâcon, comme ici dans l'Ouest, c'était à Guingamp en Bretagne. Alors, donc là-bas, ben voilà, dans la salle d'attente, il y avait un gars avec des grands cheveux longs comme ça, puis une veste frangée avec des franges et tout,
pour faire un peu les militaires, qui n'avaient pas voulu changer sa manière de s'habiller. Bon, un peu gêné quand même, bon, de se mettre une dizaine tous à poil devant les... Bon, c'était quand même une pratique assez... ça faisait un peu chair à canon, quoi. Et je suis passé devant, et en fait, toujours pour revenir à 125, je faillis perdre la vie quand même avec ma moto. Donc, juste avant de partir dans le Jura, à 18 ans et demi, à l'époque, le rétroviseur de gauche sur les voitures n'était pas obligatoire. Et en allant sur Saint-Lô, une centaine de kilomètres d'ici, j'allais voir une amie, une bonne amie, et je vois trois voitures qui étaient devant moi et qui ralentissent. Donc, je cherche pas trop à comprendre. Tu doubles ? Je double, j'accélère. Mais la première voiture, pas de clignotant, elle m'avait pas vu dans le rétro, donc boum, je suis rentré dans la bonne manière. J'ai fait un soleil, donc je me souviens avoir vu les étoiles. Là c'était bien, c'est agréable, j'ai vu les étoiles. Et je me suis réveillé dans le fossé, bon, les pompiers étaient là. Rien cassé ? Fracture ouverte de la jambe. Ah ouais. Et donc après... pour le service national. Voilà, j'ai encore une broche dans la jambe, donc... Dispensé. Alors l'adjudant recruteur qui m'a vu, je n'ai pas pu dissimuler certainement ma joie de ne pas partir à l'armée. Il a attrapé le tampon, il a dit exempté. Il s'est dit, je suis là, il va être tamponné, exempté. Donc pas de service national. Pas de service national. Donc content. Ah oui, donc oui. Plus de liberté pour faire ce que tu as envie de faire. Après, je suis parti avec mon ami dans le Jura, on a fait un périple, on a descendu les gorges du Tarn. Alors ton ami femme Femme, du Jura. Mon premier amour, à qui je suis resté 2 ans. Comment elle s'appelait Marianne. Oui, Marianne, tu l'as dit. Marianne. Donc, tu fais quoi, un petit peu le tour de la France ? Donc là, en fait, oui, je fais un peu le tour de la France. Et avec quand même dans l'idée qui me trottait toujours d'à Lausanne, quoi. Est-ce que, avant d'en venir justement à Lorient, est-ce que dans tes différentes étapes en France ou différentes rencontres, est-ce qu'il y a une ou des personnes qui t'ont marqué, influencé, ou un événement qui te semble important de préciser dans ce parcours au regard de ce périple sur le territoire français ? C'est ceux qui m'ont toujours marqué souvent, et même à cette époque-là et encore maintenant, et même dans ma période révolutionnaire, c'est la vieille paysannerie. C'est les vieux sages de la campagne. C'est les sentences, quoi. Et ça m'est resté, ça. Et n'importe où, dans n'importe quel endroit, quoi. Il y avait quelqu'un qui était là et qui sortait quelque chose. Moi qui suis tellement sensible à ça, au sens de la vérité, de la justice, et ça me rentrait dedans, quoi, ça. Et ça peut être quelqu'un que je croisais ou qui dégageait une telle forme d'amour. Je suis tombé un jour, il y a pas longtemps, comme ça, par hasard, dans une maison. Il y avait un vieillard, un homme de la campagne, et j'ai vu tout de suite la situation. Il était maltraité par les gens à qui il était dans la famille. Mais cet homme-là, il y avait un regard, c'était le Christ. Un regard d'amour, c'était le Christ. Tu vois, des choses comme ça, quoi. Ouais, des rencontres qui t'ont touché, qui t'ont marqué par rapport à l'humain. Ouais. Et cette sagesse de campagne, de terre, quoi. Qu'est-ce que donc de ce jeune homme qui parcourt un peu la France, dans quelle mesure, donc là tu as le début de la vingtaine, tu es service national, tu es libre, tu es majeur, tu fais des petits boulots à droite à gauche, voilà, tu vas de communauté en communauté, le réseau, le bouche à oreille, voilà, hippie fait que... Tout à fait, donc voilà, tu peux aller là, tu peux, si tu as envie de faire... ou apprendre le jardin, ou de la musique, ou voilà, des petits réseaux, ouais. Et donc tout ça avec Marianne qui t'accompagne.
Et qui est ta compagne. Oui. Comment ça se passe au niveau de l'amour, de la relation, cette première relation amoureuse? Ben, si tu veux, son père était cheminot et ancien résistant du PCF. Donc, la stature, quoi. Et elle a toujours été élevée dans cette ambiance ouvrière, de respect du travail, l'usine, tout ça. Donc moi, je lui apportais vraiment un vent de liberté, quoi. Je lui apportais vraiment un vent de liberté, c'est ça qui... Donc elle m'a suivi dans mon parcours. Et qu'est-ce qu'elle t'apportait, elle? De la compréhension. Je n'avais pas besoin de me justifier par rapport à ma façon de voir la vie. Je n'avais pas besoin de me justifier. Elle m'écoutait, elle me comprenait, quoi. Et elle était prête, malgré le carcan social de sa famille, elle était prête à me suivre. Et elle est venue avec moi ici 1 an, et elle a travaillé à l'usine. Et moi, quand on est rentré du Jura, et moi j'ai été travailler à l'usine 3 semaines à Alençon, et je trouve un petit logement pour tous les deux. À l'époque, la famille commençait à tolérer les unions en libre, mais il y a quelques années auparavant, c'était pas évident du tout. Il y avait des gens dans certaines familles où c'était hors de question, sans être mariés. Enfin bref, et ça fait qu'au bout de 3 semaines, je tombe dans une boîte, vraiment une boîte, là où ils faisaient du lait, de la poudre de lait. Une immense machine, mais un boucan inimaginable, et dedans, en fait, je devais être chef d'équipe pour faire ce truc. Et je remplaçais un Yougoslave qui partait en retraite. Et au milieu ça fait penser au film de Chaplin et tout, tu sais, oui. L'État moderne. Oui. Au milieu de ce truc-là, entre le lait qui arrivait et puis la poudre de lait, il y avait un genre de cercle comme ça. Il y avait une pâte qui passait là-dedans, et de temps en temps, ça bourrait. Donc il fallait prendre un bâton assez rapidement pour débourrer le truc, de façon à ce que ça... Et en dessous, à l'étage en dessous, tu regardes, il y avait deux armoires à glace, des premiers immigrés turcs qui étaient en dessous, qui mettaient les sacs et tout, et qui étaient copains avec le Yougoslave, c'était le même coin. Mais moi, le petit technicien qui arrivait là et tout, il me jetait un regard de temps en temps, pas très sympathique. J'ai dit, bon, à peine bonjour le matin et tout, oh bon. Puis après, il y avait un voisin qui était à côté de tout, c'était un Turc aussi, qui m'a décontracté, lui qui était technicien. Il dit bon. Mais au bout de 3 semaines, je n'ai pas supporté le bruit, quoi. Un bruit, mais infernal. Donc, au bout de 3 semaines, j'étais voir le chef du personnel, et j'avais mon salaire, en plus, à l'époque, j'avais mon salaire. Le SMIC était à 70, on va dire 700 francs, et moi j'avais 100 francs, 1000 francs de plus, enfin, tu vois, 1700, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, c'était intéressant. Au bout de 3 semaines, je vais voir le chef du personnel, et puis je lui explique carrément. Je lui dis, puis je suis tombé sur un type sympathique qui m'a dit, écoutez, je vous comprends, voilà, donc il n'y a pas de souci. Au revoir, monsieur, merci. Alors là, c'est quelque chose. Alors là, après, rupture avec Marianne. Ah oui. Ah ben rupture, parce que là, donc je perdais mon travail, j'allais pas prendre un logement à Alençon. Donc là, j'avais quand même une petite pression avec Marianne et mes parents sur ce oui, soit tu t'installes. Voilà, et là tu fais... un peu comme... comme tout le monde. Voilà, tu t'inscris dans la vie, un job, un boulot, une femme, peut-être des enfants, voilà, etc. Voilà. Et qu'est-ce que tu décides? Et donc la rupture, donc mes parents ramènent Marianne, mettent Marianne au train, je l'accompagne au train, et elle arrive en gare à Paris, et ses parents viennent la chercher, tu vois, à la gare. Et son père lui a dit, mais le père, une grosse brute, mais très gentil, il dit, c'est la dernière fois qu'on vient te chercher. Et lui, il avait dit, c'est pas le tout, mais tu vois, même en bon communiste, faudrait vous marier.
Et après, donc moi, après, voilà, donc après j'ai travaillé, j'ai trouvé un petit boulot, le permis de conduire, et donc la musique avec le copain, là, en 2 chevaux, et la rencontre de ma deuxième compagne, qui a fait avec moi le voyage en Afghanistan et en Inde, quoi. Comment elle s'appelle? Catherine. Catherine. Alors raconte-nous comment se prépare, comment se décide ce voyage, qu'est-ce qui fait que... Donc à l'époque, après avoir gagné un peu d'argent et tout, et puis m'être renseigné, puis informé sur les Indes, et puis de parler avec pas mal de gens et tout, je décide de ne pas partir seul, de trouver quelqu'un pour partir avec moi. Homme ou femme, c'était pas important? Homme ou femme, oui, c'était pas très important, mais le hasard est que voilà, je rencontre cette fille qui venait de passer juste son bac, qui avait eu son bac, qui était mineure, qui avait 18 ans à l'époque, donc. Et donc on est sortis ensemble, c'était de grand amour. Et donc au bout de 6 mois, je lui dis, bon ben voilà, moi je voudrais partir aux Indes en stop, est-ce que tu serais d'accord pour partir avec moi? Et là, ben, elle dit oui, d'accord, pas de souci. Et avec ses parents, donc, c'était pas un milieu. Enfin, il y avait pas mal de difficultés familiales, donc le père ou la mère ont signé une décharge par lequel, tu vois, qu'elle pouvait passer la frontière, les frontières. On a fait le passeport, on a fait notre passeport, tout ça. Donc les parents s'inquiétaient pas du tout. Et après, on a travaillé tous les deux pendant 3 mois conséquemment, donc ça nous fait 6 mois de salaire. 6 mois de salaire, plus on a fait 15 jours de vendange, tous les deux. Dans le Mâconnais, je suis retourné dans le Mâconnais où j'avais été. On avait une chambre que pour nous tous les deux, dans une grande bâtisse, tu sais, un peu médiévale là, et tout. C'était divin. Je buvais 1 litre de vin rouge par jour. Du jus de raisin, quoi. Et donc, le départ est décidé pour octobre 1975. Donc, octobre 1975, là, on part. Donc, petit sac à dos, mais avec tout ce qu'il faut dedans. Donc, juste un change de minimum, pantalon, chemise, vêtements chauds. Moi, j'avais une paire de Rangers de l'armée française, et puis une bonne veste. Et dans le sac, donc un duvet, pas de tente, un duvet, un truc peut-être un truc de plastique. Et puis le change. De faire de la popote quand même, de quoi faire la popote un peu, ouais. Mais vraiment parti à l'aventure, quoi. Et l'argent en liquide caché dans la ceinture, quoi. Traveler chèque quand même. Traveler chèque, donc qu'on pouvait toucher de l'argent aux Indes ou n'importe où en traveler chèque. Oui, pas tout en liquide. Donc vous avez conseillé de prendre ça. Et le matin, on part à 10h. Ma mère nous fait un casse-croûte de Briouze. Elle m'a dit après, quand tu es parti, j'ai l'impression que tu rentrais dans les ordres. Elle a un côté médium aussi, comme beaucoup de gens qui sont issus de la campagne. J'ai l'impression que tu rentrais dans les ordres. C'était vraiment un voyage qu'il fallait que je fasse, un genre de voyage initiatique. Donc ça, c'était octobre 1975. Là, on part, les sacs à dos. Direction Lyon. Lyon, l'Italie, et après Yougoslavie. Et on part à 10h du matin. On attend une demi-heure à 5 km de Briouze. On tombe sur une bagnole qui nous emmène à Lyon directement. On arrive le soir à Lyon. Comme je t'expliquais, on traîne dans un quartier, puis le soir, on est hébergé, nourri. Le lendemain, on refait du stop. On traverse une partie des Alpes. On a bien roulé dans la journée. Par l'Italie, par l'école des Alpes. On trouve il y avait des auberges de jeunesse, un logement. Et le lendemain, premier pays étranger, donc on arrive à Milan.
toujours en stop, pareil. On arrive à Milan. Et le soir, là, j'ai pris un peu de risque parce qu'on est arrivé assez tard le soir et se retrouvait dans une banlieue de Milan. Et j'avais repéré des HLM en construction. Donc on va s'installer dans une cave pour dormir sur des cartons, quoi. Et il y avait déjà un mec, en fait, il y avait déjà un clochard qui avait il y avait des cartons et tout. Donc on a dormi sur les cartons, mais moi j'avais mis 2 parpaings, de toute façon j'ai dit c'est le mec qui rentre. Et à l'époque, peut-être que c'est toujours un petit peu le côté guerrier viking, mais moi j'avais toujours un couteau sur moi. Et prêt à me défendre en cas de... Bon, j'ai une très bonne forme physique. Voilà aussi, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est vraiment le truc aventurier aussi, quoi, tu vois. Donc tout s'est bien passé, on a bien dormi. Et puis le lendemain, on repart en stop. Venise. Venise. Donc on est monté en stop par un mec de l'armée italienne qui nous monte en stop et tout, qui était tombé follement amoureux de ma compagne. Donc à tel point qu'il nous a emmené 30 km plus de loin de Venise. Il a dit désolé. Alors il disait à ma compagne bella donna, bella donna, bella donna. C'est boîte militaire. Ouais. Et il écoutait des concerts de Deep Purple à l'époque. Il était fanat de Deep Purple. Donc, enfin bref, on retourne à Venise et on fait quand même notre nuit de noces à Venise dans un petit hôtel à pas trop cher. Bon, c'était ravissant. Absolument ravissant. Et le lendemain, on repart assez rapidement. On se retrouve en Yougoslavie, à la frontière yougoslave. C'était déjà Milosevic à l'époque? À l'époque, c'était encore Tito. Maréchal Tito, donc un restant de l'Union soviétique. Ouais. Il faisait partie du bloc soviétique, mais il avait une politique indépendante. Mais c'était communiste, quoi. Alors? Et là, à l'entrée de Yougoslavie, pareil, on rencontre des jeunes, la même tribu, et le soir, manger, dormir. Parce que même dans un pays communiste comme la Yougoslavie à l'époque, voilà. On va dire que l'esprit qui a animé mai 68, le mouvement hippie était déjà présent chez eux. Exactement, on est tombé sur des étudiants et tout qui étaient révolutionnaires non violents, qui voulaient une autre société, qui étaient exactement dans le même. C'est ça en plus qu'on était étonnés. Oui, en plus en Yougoslavie, quoi. Des gens très gentils, très très gentils. Tu as été logé donc chez l'habitant, parmi ces jeunes? Parmi ces jeunes, ils nous ont hébergés, c'était des étudiants, ils nous ont hébergés. On s'est rencontrés le soir. Comment vous avez fait pour la langue? Anglais. Anglais quasiment tout le temps, quoi. C'est vrai que tu parlais déjà bien anglais? Pas beaucoup, non. J'avais appris un peu à l'école. Et après, c'est en cours Catherine parlait beaucoup mieux que moi. Ah ouais? Le lendemain, on démarre. On est pris en stop par un couple d'ouvriers, mais je me suis toujours intéressé beaucoup aussi à l'anthropomorphisme, le visage et les figures des gens, et la race des gens. Et là, un couple de Slaves, très beau, quoi, très, tu vois, assez, un peu comme les Turcs, mais beaucoup plus long que le Turc, mais très tac, le menton comme ça. Alors, je suppose très aussi dans le système communiste, c'est la voiture, des gens très sérieux, tout ça. Très gentils, nous ont emmenés, un petit bout. Mais, alors, on se retrouve au milieu de la Yougoslavie, et là, il y a une grosse Mercedes qui s'arrête. La route nationale défoncée, déjà un nid de poule et tout, ça sentait déjà un peu l'Orient, tu vois. Qui s'arrête et dit bonjour, vous allez où? Je dis on va en Bulgarie, en Turquie, puis après déjà on veut un peu aller à Istanbul, quoi. Bon, moi qui me dit je viens de Sicile, je vais jusqu'à Beyrouth. Un type tout seul, et il dit je vais jusqu'à Beyrouth, mais vu que 75 la guerre de Beyrouth est commencée, suivant les informations que j'ai, je ne vais peut-être pas pouvoir y aller. Mais de toute façon, je vous emmène jusqu'en Bulgarie, jusqu'à Sofia. Il n'y a pas de souci.
Donc, grosse Mercedes, 180 sur les lignes de poule. Là, on a traversé la Yougoslavie presque en une journée. On a traversé la frontière bulgare et le soir, ils nous déposent à la capitale, à Sofia, dans un hôtel. Ils nous payent un petit encas, ils nous payent l'hôtel, la chambre, notre chambre. Il dit, demain matin, si je peux vous emmener plus loin, je reviens. Je viens vous prévenir de toute façon. Si je ne peux pas, moi, aller à Beyrouth, je change mon programme. Et il est revenu nous voir le lendemain matin. Il a dit, écoutez, je suis désolé, je peux pas vous emmener à Beyrouth. La guerre est commencée, une guerre civile. Mais ça devait être un sacré mafioso. Il dit, moi, j'ai une femme, un enfant, je travaille, je bosse. Je ne sais pas ce qu'il faisait comme travail, mais il faisait Beyrouth, la Sicile, il y avait un truc. Et au Liban, à cette époque-là, il y avait énormément de production de shit. Énormément. Alors bon, après je ne veux pas. Donc là, à Sofia, c'est. Donc Sofia, Bulgarie. Vous êtes encore en Bulgarie là. Là, on est encore en Bulgarie là. Et. Vous remettez en route. On se remet en route. Donc la frontière Bulgarie-Turquie. On passe le poste frontière à pied, donc là on n'avait pas de voiture, on passe le poste frontière à pied, et au poste frontière, je fais la connaissance en parlant comme ça de Syriens, deux Syriens qui parlaient français et qui sont empressés de nous dire ah vous êtes français, des gars qui étaient pères de famille, qui avaient la quarantaine, et qui sont empressés de nous dire qu'ils étaient chrétiens. Et ils nous ont dit, si vous voulez, on vous emmène jusqu'à Istanbul. Incroyable, quand même. Incroyable. Donc, leur commerce à eux, c'était deux petits camions avec une plateforme derrière, et ils allaient acheter des Mercedes en Allemagne. Et chacun, ils achetaient deux Mercedes qui mettaient sur le camion, et après qui revendaient en Syrie. Alors là, on est rentré dans l'Orient. Alors même pas une semaine, vous êtes arrivé en Turquie. Ça a été super rapide. Ah bah ouais. En 7 jours, on est arrivé à Istanbul, quoi. Par ce truc-là. Et là, je dois dire qu'il y a vraiment. Là, je le ressens avec le recul du temps. Il y a quelque chose qui nous a porté, quoi, tout le temps. Et tu vois, c'est marrant les trucs parce que les deux, le camion, botte de vitesse d'enfer, tu sais. Ouais. Le mec, il fallait qu'il soit solide. Donc, un chauffeur à gauche et un Syrien, un accompagnateur côté porte. Et c'est arrangé pour que la femme soit pas en contact des deux hommes. Par respect. Et moi, j'avais la jambe gauche. Alors lui, quand il passait une vitesse, la cinquième, il fallait que je lève la jambe gauche. Donc c'était un voyage assez pénible. On a dormi une nuit dans la Mercedes. Donc ils nous ont prêté la Mercedes pour dormir. Oui, d'accord, carrément dans la voiture qu'ils avaient achetée. Oui, la voiture qu'ils avaient achetée. Donc, Et après, dès qu'on a franchi la frontière, parce qu'il y a un bout de Turquie quand même avant de franchir le pont, le Bosphore, dès qu'on a franchi la frontière, les flics turcs les faisaient chier. Bakchiche. Fallait qu'il. Oui. Et puis après, les douaniers nous ont dit, les douaniers syriens, quand on va arriver, ça va être pareil. Bakchiche. Leur Mercedes, il va intérêt d'avoir un bon prix parce qu'ils balançaient de la monnaie avant de pouvoir la vendre. Mais c'est des gens fantastiques. Et par contre, celui qui conduisait le camion derrière, le chauffeur, no good. Muslim, no good. Muslim, no good. Bon, je dis bon, il était très gentil aussi, mais oui, bon, pourtant, déjà, il ne pouvait pas se piffrer, quoi, je suppose. Ouais, c'est marrant, parce que Turquie, après la Syrie, enfin, je veux dire, les chrétiens et musulmans, enfin, là, pour le coup, comme tu parles de l'Orient, eh ben moi je tombe sur des chrétiens, quoi, je veux dire, c'est ça. C'est intéressant, mais tu es quasiment dans
dans des pays où la religion musulmane est très présente, quoi. Alors oui, il y a des chrétiens un peu partout dans le Moyen-Orient, mais enfin, très peu. Bah oui, je tombe sur eux, quoi. Donc tu traverses aussi la Turquie là Donc là en Turquie, donc Istanbul, là il y avait un quartier, Sultanahmet, là gros rassemblement de routards, voyageurs, hippies, et aussi défensemen. Hein, bon, là, le hashish devait être très présent à l'époque. Et puis aussi le début de l'héroïne, hein, quand même, de la poudre. Donc en Turquie qui fabriquaient de l'opium, hein. Puis au Liban aussi à côté, donc là ils avaient une clientèle. Hein. Donc là, rassemblement, on discute, on parle avec les uns et les autres, et puis il y en a un qui dit comme ça, on se retrouve à 5 Français en tout, et on décide de continuer tous les 5 jusqu'en Afghanistan. Donc il y avait une autre femme, et on était 3 garçons. Et là, il y avait un transport de car officiel turc qui faisait Istanbul-Téhéran en 3 jours et 3 nuits, non-stop. Et tu payais une somme relativement $40 par personne, relativement modique, pour vraiment traverser toute la Turquie, et puis une partie de l'Iran jusqu'à Téhéran. Donc là, pour traverser des milliers de kilomètres, quoi. Hein. Quels sont les premiers sentiments que tu as entre la Turquie, l'Iran qu'est-ce qui se dégage de ces pays-là La Turquie, je dirais, à part le bazar, les odeurs qui commençaient à vraiment sentir, les odeurs de l'Orient, là, qui te prenaient vraiment les arômes, les encens et tout, je dirais la Turquie, il y a quand même un côté européen, quoi. Déjà parce qu'ils sont tous habillés en veste ou en jean et tout, il n'y a pas beaucoup d'habits traditionnels, donc c'était encore un côté européen. Puis quand on y arrive en Iran, c'était vraiment encore autre chose. Là, tu sentais vraiment l'Iran, tu sentais la Perse encore. La Perse antique, de très très belles gens, une très belle race. Et puis des gens élégants, une grâce, tu vois. Moi qui fais attention au mouvement, aux images, une grande grâce, des gens évolués, tu vois, oui, j'ai ressenti la Perse. Est-ce que l'Iran, à cette époque-là, il y avait encore le Shah Voilà, donc là, grosse répression. Donc là, on a été hébergé chez des étudiants au sud de l'Iran. Pas de problème pour rentrer dans le pays? Aucun problème pour rentrer dans le pays, non. Pour rentrer dans le pays. Par contre, au retour, gros contrôle pour la drogue. Ouais. Et on a même entendu parler de gens qui se sont fait descendre, qui avaient de l'héroïne sur eux, quoi, sans sommation. Sans sommation. Donc ça, tout le monde se le disait, hein, sur les risques et tout, telle ville qu'il ne faut pas aller, ou tel quartier qu'il ne faut pas aller, donc on s'informe. On rencontre aussi des gens, des amis des gens du pays qui te disent attention, il ne faut pas aller là. À Istanbul, c'était déjà arrivé ça. J'avais rencontré c'était un Français qui était arrivé, puis il y avait 2 jeunes Turcs d'Istanbul, et ils voulaient nous emmener en boîte, tout ça. Et le gars, il m'avait pris à part, il m'avait dit, écoute, va pas avec ces 2 jeunes-là, c'est pas bien. Tu vois, donc comme ça, on arrive aussi à se protéger, puis en fin de compte, avoir quand même pas mal de protection et le moins de danger possible, quoi. Claude, votre objectif en partant avec Catherine, c'est l'Inde? Ah, c'est l'Inde, oui. Ok. Pourquoi l'Inde? Pour la découverte spirituelle. Vraiment pour la découverte spirituelle. Et qu'est-ce que tu mettais derrière le mot spirituel? Tu voyais quoi, toi? Entre la projection que tu avais au départ et puis ce que tu vas trouver là-bas, la différence, tu vois. Donc c'est pour ça que je te demande, quand tu parles de découverte spirituelle, qu'est-ce que tu y mets dans cette découverte spirituelle? Tu vois quoi? Tu vois rencontrer qui ou quoi rencontrer des sages. C'est ça que tu veux. Voilà, c'est ça que je veux, rencontrer des sages. Vraiment des gens qui me donnent un enseignement, tu vois. Et ne serait-ce, comme je te disais tout à l'heure, ne serait-ce que par une ou 2 phrases ou un regard, si tu veux. Qui vont m'apprendre, moi, qui vont me conforter dans ma foi, quoi,
Alors, ok, c'est intéressant. J'avais omis de te poser cette question qui était importante à mon sens. Donc là, tu es en Iran. Donc le but du jeu, c'est d'aller en Afghanistan. Voilà. En passant par le sud de l'Iran. En passant par le nord. Le nord. Donc à l'époque, voilà, les Kurdes. Donc le nord, on est passé par le Kurdistan, effectivement. Tout le nord de la Turquie et le sud de l'Iran, la frontière, c'est le Kurdistan. Pareil, des Kurdes, très très belles gens. Donc c'est là qu'on a vu les premiers turbans, comme ça. Et les Kurdes, une très très belle race aussi. Et donc à Téhéran, on a pris un train là. De temps en temps, on se payait un petit luxe. On a pris le train et jusqu'à Meshhad, jusqu'à la frontière de l'Afghanistan. Tu vois. Donc une journée de voyage environ. Et le soir à Meshhad, c'est là qu'on a rencontré des étudiants iraniens et qui nous ont expliqué un peu le topo politique qu'il y avait sous le Shah. Et ils étaient vraiment pas heureux, quoi. Là aussi, c'était en anglais? Là, c'était en anglais aussi, ouais. Et Meshhad, il y avait là, une mine de turquoise. Donc dans les, on arrive vraiment dans l'Orient, quoi. Là, les pierres précieuses, les parfums. Ils vendaient un petit carton avec plein de pierres de turquoise dessus pour $20. Donc traverser de la frontière avec un no man's land assez long à pied. Donc il y avait des rickshaws, des petites voitures qui emmenaient du poste de douane afghan au poste de douane iranien. Il ne devait pas trop se piffrer pour avoir. Il y avait peut-être 10-15 km à pied. Il y avait un no man's land. Donc avec le sac à dos à pied, tac. Et là, on arrive à la douane afghane à Herat. Donc c'est la première ville arrivée. Donc là, on est 5. Déjà, pas mal couvert de poussière. On arrive dans la douane, bon, ils regardent, les mecs, ils étaient 2-3 douaniers là, une baraque, quoi, comme ça, au milieu du désert, ils regardent à peine nos papiers, puis ils retournent, ils vont à leurs occupations. Rien à voir avec maintenant. Oh ben non, puis leurs occupations, nous, alors il y a des petits, c'était assez sympa quand même, ils avaient aménagé des petites pièces dans la douane, des dortoirs, des petits dortoirs, c'est propre. Et donc on pouvait boire du thé et puis manger 2-3 petits trucs. Et pendant ce temps-là, eux retournaient à leurs occupations, c'est-à-dire la pipe à eau, avec du shit et des braises dedans. Ah ouais? Oui, la pipe à eau, les douaniers, quoi, pour ça va bon. Ça annonce la couleur. Oui. Autant en Iran c'est interdit, c'est passible voilà. de mort, autant l'Afghanistan, en Afghanistan là c'est... La porte ouverte. La porte ouverte et puis tout le monde, quoi. Toute la classe, les ouvriers, tout le monde fume, quoi. La pipe à eau, les cigarettes aussi, parce qu'avec les routards, ils avaient un petit peu de tabac quand même pour pouvoir mélanger. Donc là, Afghanistan, alors là, en 1975, à fin 75, là le Moyen-Âge. Vraiment, là, on est dégringolé tout de suite dans le Moyen-Âge. Et là, vous êtes... arrivé dans le Moyen-Âge. Donc là, vous êtes toujours au mois d'octobre. Vous avez mis 10 jours pour aller en Afghanistan? Voilà, quasiment 10 jours pour aller en Afghanistan. Ouais. Donc on n'est pas encore dans l'hiver, mais c'est montagneux quand même. Là, ça devrait commencer à... Tout à fait, oui. Et en octobre, en fait, il faisait... Ça allait. Donc là, en Afghanistan, on a passé 3 semaines. Ah ouais, quand même. 3 semaines complètes, et on a fait les 2 villes, donc Herat, là, qui est à la frontière, et après on est descendu à Kandahar, qui est plus dans le sud, plus près de la frontière pakistanaise. Donc là, Kandahar, c'est des villes qui étaient faites pour les relais de caravansérail, de caravanes et tout, de beaucoup de commerce. À l'époque, des épices et autres. Oui, voilà, épices et autres. Donc sur une ville comme Kandahar, qui était assez importante, assez étendue, que des maisons en terre, une superbe mosquée bleue, je sais pas, une ville qui pouvait peut-être faire plusieurs milliers d'habitants quand même, il y avait, dans la journée, tu voyais passer 2 4x4, quoi. Il n'y avait pas une voiture. Donc tout le monde était soit à pied, les plus riches en vélo, et quelques-uns à dos de cheval, quoi. Donc là, c'était vraiment
carrément changement de décor, de monde, d'époque. Vraiment fabuleux. Comment, quel souvenir sur ces 3 semaines à traverser l'Afghanistan? Extraordinaire, fantastique. En même temps, il y a un changement qui s'est opéré dans notre tête, carrément, quoi. Donc on s'est vraiment... Et dans l'ensemble, si tu faisais attention, voilà, donc tout le monde te foutait la paix, c'est tout, quoi. Il y avait des petits hôtels à pas cher, tu pouvais manger, boire du thé. Par contre, les femmes, les filles, ça, fallait qu'elles se... Pas question d'avoir... rien qui dépasse. Rien qui dépasse. Pour être tranquille, il fallait vraiment qu'elles soient cachées, quoi. Ouais. Même avec nous, quoi. Ouais. Même avec nous. Donc ça, c'était le problème. Autrement, ça m'est arrivé d'arriver dans un ou deux copains comme ça, tous les trois. Les gars étaient là, ils jouaient, les autres, les Afghans, ils jouaient à leur truc, ils continuaient. Ils nous servaient le thé comme si on était, tu vois. Mais dès qu'on avait été avec les filles, là, c'est toujours un peu problématique quand même, quoi. Comment vous avez fait pour dormir, être logement? Dans des petits hôtels à pas cher et relativement propres quand même. Je dis relativement parce qu'au sein, on est tombé dans des trucs vraiment... Pour trouver des trucs à pas cher, c'était pas que ça soit de la crasse épouvantable, c'était assez difficile. C'est vrai. Ouais. Tu parles de l'Inde ou de l'Afghanistan? Pas de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était propre. Et c'est marrant, c'était des lits individuels, puisque des lits individuels, 4 bouts de bois et du chanvre de la corde tressée, tu sais, qui faisait le sommier. Ouais. Et là, on a beaucoup fumé. On fumait tous les jours. Si tout le monde s'y mettait dans la population. Voilà, c'est ça. Mais bon, tout en restant très lucide, je veux dire, c'est l'avantage aussi d'être routard, si tu veux. Toujours en faisant attention aux gens, à ton environnement, aux dangers qui peuvent arriver. Donc ça aussi, tu vois, ça affûte vraiment le regard, tous les sens. Ouais. Être conscient de ce qui se passe. Quand tu arrives d'un endroit, la première chose que tu... Voilà, c'est se loger. La nourriture, après on se loge, on met notre sac, et après on va pour la nourriture. La nourriture, on en trouve toujours à pas cher. Mais dans l'ensemble, l'Afghanistan, ouais, c'était... Moi je me suis retrouvé dans les comptes, comptes de 2000 Genghis Khan et tout, quoi, vraiment... L'esprit des musulmans, pour le coup, je ne sais pas, toi qui es normand, dans quelle mesure tu connaissais la religion musulmane et l'état d'esprit des musulmans, tu vois. Il y avait eu la guerre d'Algérie qui était passée par là en France, il y avait un peu l'immigration, mais ça n'a rien de comparable avec justement les pays d'Orient ou du Moyen-Orient. Oui, tout à fait. Donc, oui. qu'est-ce que tu constates, qu'est-ce qui t'étonne ou qu'est-ce qui t'émeut chez ces peuples-là que tu découvres? Une culture très stricte, vraiment des barrières à ne pas franchir, à ne pas... Pour eux aussi bien que pour les gens bien sûr, mais vraiment des barrières à ne pas franchir, une culture très stricte, mais respectueuse, avec un amour des autres, comme n'importe quelle religion, quoi, respectueuse, ouais. Avec un respect profond des autres. Oui, ça c'est sûr. Donc il y avait après l'Afghanistan, c'est le Pakistan. Après c'est le Pakistan. Et là on est tombé de haut. Parce que là, on est arrivé dans une petite ville pareille qui était à la frontière du désert, dans le sud du Pakistan, où on était, pareil, c'était une assez grande ville, on était les 3 seuls Européens, quoi. Il y avait pas, en plus, c'était des circuits hors vous étiez plus 5 là. Voilà. Catherine, toi et quelqu'un d'autre. Là, on était encore 4, je crois. 4 ou 5 encore. Oui, 4 ou 5 encore. Oui, on ne s'est pas quitté encore. Ouais. On ne s'est pas encore quitté, on se quittera plus tard. Et là, Pakistan, totalement. Alors qu'en Afghanistan, les gens étaient assez ouverts et respectueux même si c'était totalement différent pour eux, on arrivait d'une planète, pour eux on arrivait d'une planète, quoi. Ouais. Ils étaient quand même respectueux. Au Pakistan, non, là, il n'y avait que les filles qui les intéressaient. Et avec les hommes, alors on a trouvé un petit hôtel à pas cher,
Et les notables du village sont venus nous voir. Donc il y avait le dentiste, il y avait, vu que l'on était les seuls Européens du pays, ils sont venus nous accueillir. Aussi, je dois dire aussi, je ne veux pas non plus mettre tous les Pakistanais dans le même... ils sont venus nous accueillir et puis nous proposer leurs produits locaux, bon, le thé, le shit, enfin tout ça aussi. Mais là-dessus, on était déjà aguerris parce qu'on avait fait 3 semaines, donc en Afghanistan, pour nous coucher, il fallait déjà qu'on fume beaucoup. Mais c'était important, hein, parce que des fois, tu pouvais des fois tomber dans des gens pas trop avertis, tomber dans des traquenards avec trop de fumée et qu'ils essaient de profiter des filles ou des choses. Ou de te voler. Ouais. Et là, on a affleuré le truc, mais bon, on est encore tombé, on a eu de la chance sur quand même des gentlemen. Donc, ils nous disent comme ça, voilà, il y a une guest house à côté qui est dans le désert, où les ministres pakistanais viennent régulièrement pour se rencontrer, etc., etc. Et moi, je suis le gardien de ça, gardien cuisinier. Et donc, si vous voulez, on va passer la soirée là-bas. Je vous offre le restaurant là-bas et tout. Donc, ils nous emmènent en un des rares 4x4, ils nous emmènent en 4x4 là-bas, tous les 5. Et on mange. Et ensuite, ils demandent aux hommes de venir, les 3 hommes de venir avec nous. Il y avait un rideau comme ça, ils disent aux 3 gars, vous venez avec nous. Et là, nous, aussitôt, non, il n'y va qu'à 2. Il y a un gars qui reste avec les 2 filles. Donc, on rentre dans la salle, et là, film porno, ils étaient en train de visionner un des premiers films porno, un truc abominable, d'énormes femmes, enfin, je veux dire, tu vois, le truc horrible. Et aussitôt, nous, on a joué, aussitôt, au salarié. Oh, shocking. On s'est montré tout de suite offusqué, quoi. On est ressorti, et puis on a parlé. Il a dit, vous vous rendez compte, nous, il n'est pas question et tout, que nos femmes participent. Parce qu'ils avaient l'intention de faire une partouze, carrément, tu vois, avec les 2 filles, quoi. Donc ils ont été corrects, ils ont accepté, dit, oui, on comprend, puis ils nous ont ramenés. Bon. Au départ, ils s'étaient donné l'apparence où c'était quand même des notables. Aussi, ils ne pouvaient pas tomber dans le piège de dire on va violer les filles. Et puis surtout devant leurs citoyens, c'est sûr. Dans le guest house ministériel, bon, ça a un peu mal. Ah ouais, non mais c'est intéressant. Incroyable. Et alors, deuxième rencontre très importante qu'un des notables nous fait rencontrer, c'est une tribu nomade qui était là. Donc, qui était là, stationné pendant la période d'hiver. Donc, l'hiver qui allait venir, ils étaient là stationnés et tout. Donc, il dit là, je vais vous emmener voir les nomades, les vrais nomades. Donc, c'était toute une famille dans une tente et tout, des gens très, très gentils. On a été reçus par le patriarche et par la mère qui est venue aussi. Et là, les femmes de nomades ne sont pas voilées. Juste un foulard. Le fils, comme un prince des mille et une nuits, avec un garde vert, un vert inimaginable, le prince du désert. Tu vois. Et l'homosexualité, il y a quand même pas mal au Pakistan et tout, et il a envie voilà. Donc, il m'a envoyé un grand nuage de fumée dans les yeux, comme ça, en train dans ses yeux. Alors j'ai dit non, je suis avec ma compagne, c'est bon. Mais c'était superbe. Et pendant qu'on faisait la cérémonie du thé et de la fumée, le patriarche, et là j'ai une émotion. Le vieux nomade, il s'est mis à l'écart. Et il a chanté une chanson à l'honneur du soleil. Dans sa langue. Mais nous, on a tout compris. Il nous a défilé un film, du début de sa vie jusqu'à la fin. Et surtout,
une liberté immense dans ce champ, inimaginable. Dans ce champ, on a vu tout le désert, toutes les étendues et tout. Et le soleil déclinait, était en train de décliner. Et avec sa main, c'est comme s'il montrait avec sa main, tu vois, comme un compteur, comme s'il déroulait le fil du soleil qui descendait, sa main, et son champ était en même temps avec la main, tu vois. Et là, un film, un film, quoi. En 20 minutes, il nous a déroulé le film de sa vie. Et par bonté pour nous. Incroyable. Là, c'était vraiment la parenthèse. Parce qu'après, on est remonté dans le nord du Pakistan. Et là, on est arrivé dans... Ça grouillait de foule partout. C'était très speedé. Le Pakistan. Après, quand on oui, ça grouillait de quoi? De foule, de monde, beaucoup de monde. Et contrairement à l'Afghanistan, qui est vraiment le rythme campagnard, parce que normand, je vais dire, tranquille, là, l'électricité partout au Pakistan. Et puis sans arrêt, on était regroupés autour des deux filles, parce que sans arrêt, les mecs leur pinçaient les fesses. C'était atroce. Donc on a vite fait de traverser le Pakistan et pour arriver aux Indes. Quoi. Donc vous êtes arrivé aux Indes par le Cachemire? Par le nord du Pakistan, par... Bah oui, donc voilà, nord de l'Inde, le Cachemire. Oui, Peshawar, oui. Ouais. Mais là, c'était quasiment l'hiver, là. Ça devait être... pas encore, non. Bah, là, vous êtes en quoi novembre. Ouais, début novembre. Non, c'est pas encore trop froid, là? Non, c'était pas encore trop froid, non. Donc vous arrivez au nord de l'Inde, Amritsar, ouais. On va à la frontière. Je connais bien. Avec l'hébergement chez les Sikhs et tout, tu vois, gratuit, quoi. À condition d'avoir le bandeau, à l'époque, obligatoire pour entrer dans le temple d'or, toute l'enceinte du temple, et là, nourriture, thé, gratuit et respect des filles. Par contre, évidemment, dans les dortoirs, les filles étaient ensemble. Il n'y a pas de mélange. Non, les gens Combien de temps t'es resté en Inde? 3 mois. T'es resté dans le nord ou t'as fait nord, sud, milieu? Donc, après Amritsar, on est descendu tout de suite à Bombay pour aller à Goa, quoi, en fait. Oh là là, vous avez carrément traversé. On a carrément traversé aussitôt. Donc là, Delhi-Bombay, c'était 3 jours et 3 nuits de train. Donc avec les portes ouvertes, et un livre de Rabindranath Tagore, le poète que j'avais lu, qu'on m'avait filé, qu'un des copains. Là, on n'était plus que 4. Là. Donc en fait, vous partez à Bombay. Jusqu'à Bombay, entre le moment où vous êtes entré sur le territoire pour descendre jusqu'à Bombay, ça vous prend combien de temps? Tu te rappelles? Sur les 3 mois passés, combien de temps pour aller jusqu'à Bombay? On est bien resté 5-6 jours dans le nord, quand même, à Amritsar et tout. Bon, après, il fallait descendre à Delhi. Je dirais 8 jours, quoi. Entre 8-10 jours, pas beaucoup plus, entre le nord de la frontière et Goa. L'impression de l'Inde, en général, quand tu arrives, que tu... Parce que là, vous vous déplacez, en fait, la première semaine n'est que du déplacement. Ah oui, voilà. Donc, vous voyez, vous défilez, vous vous imprégnez un petit peu de la richesse de l'Inde dans sa diversité, parce que c'est un continent. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment une grande surprise aussi, là. Qu'est-ce qui te surprend? Les vêtements des gens. Donc là, il n'y a plus beaucoup de gens habillés à l'occidental. Tous les hommes sont avec des pagnes, enfin des tissus, les femmes en sari. Là, déjà, le vêtement, là, ça surprend beaucoup, là, quand même, déjà. Donc, à Bombay, on a dormi une nuit ou deux, et puis après, on a pris un bateau de Bombay jusqu'à Goa, et c'était le truc le moins cher. C'était moins cher qu'en train. Et on s'est dit, on va faire un voyage de 2 jours en bateau, un petit bateau qui nous emmenait... Bombay, c'est vraiment la grande ville. Mais là, on a rencontré malheureusement des junkies. On a commencé à rencontrer des junkies, des gens là, qui étaient vraiment accrochés à l'héroïne, des situations assez... là, pour le coup, les Européens, vous en rencontrez. Voilà. Donc, les Américains, les junkies, ça commençait pas mal par les Américains, qui
qui se fixait déjà aux États-Unis, je pense, et qui arrivait à Bombay. Et c'était connu, les dealers leur filaient la meilleure qualité, le top, la première semaine. Et après, au bout de 15 jours, ils étaient complètement accros. Complètement accros. Et après, la qualité. Donc après, il fallait faire attention au vol de passeport. Là, à Bombay, il fallait dormir le couteau sous l'oreiller tout le temps, quasiment. Ah ouais? Parce que des junkies, un mec qui a besoin d'argent. Il fait tout. Ça, Alors, dans cette idée de rencontrer des sages, bon, je pense que c'est pas vraiment là que tu rencontres. Ah bah là non, c'est pas là, non. Ouais. Donc là, après c'est Goa, là on se retrouve vraiment dans un cadre de vraiment là que des routards, qu'on fait la route que comme nous, quelques-uns en avion, mais pas beaucoup, et que des gens qui fument et qui boivent du thé, pas de junkies. Donc les junkies, aussitôt on les voyait arriver. Ouais, donc on est fuyé. Donc nous toujours, alors là, échange, rencontre, chacun sur son parcours personnel, et puis aussi sur découverte spirituelle, mais une grande recherche intérieure de la part de les trois quarts des gens, quoi. Grande recherche intérieure, spirituelle, d'équilibre, de besoin d'harmonie, de choses comme ça, quoi. Un grand respect pour les gens aussi autour du pays. Et puis, alors, est-ce que tu as rencontré des sages? Est-ce que tu as rencontré des maîtres? Alors, on a rencontré quelqu'un, on a rencontré quelqu'un. Par contre, il parlait pas du tout anglais, donc pendant 2 jours, quoi. Donc, il nous expliquait avec des signes, des choses comme ça. Si cela. Donc là, on est resté 3 semaines. 3 semaines, on a fait les fêtes de la pleine lune là-bas sur la plage, quoi. Donc tous les trucs de pleine lune, ils faisaient une fête. Et les Hous étaient venus avant, ils avaient laissé leur matériel et ils faisaient une grande fête de musique. Et puis les Indiens venaient vendre des crêpes, tout ça et tout. Et puis on habitait dans des cahutes au bord de la plage, à moitié nus, quoi. Enfin, sans que ça... Et toujours quand même avec ce respect quand même des personnes. Et là, je fais une expérience. Ça me faisait un peu peur, mais je fais l'expérience psychédélique de LSD, quoi. Donc c'était un Marocain qui était là et qui avait des petites pilules bleues. Donc Timothy Leary, c'est venu avant ou après? Oui, je sais pas. Avant l'expérience? Après, oui. Après l'expérience? Après, oui. Et en fait, lui, le Marocain nous expliquait que lui, c'était un jeune, un routard, un type des rues, quoi, qui avait été élevé dans la rue, dans les souks là-bas au Maroc. Et qui faisait la route, qui montait en Hollande acheter des produits, ces petites pilules, et qui repartait à Goa, par des miracles, bon, en passant des frontières et tout, je veux dire. Il avait un ange gardien derrière lui, certainement, mais puis lors d'une... Et lui, il n'avait rien. C'était pas l'argent qu'il a, il n'avait rien du tout. Enfin, je veux dire, il avait son duvet, son sac, mais rencontre et distribution gratuite. Pour la découverte spirituelle, pour avancer donc pour lui c'était son trip aussi, pour aider les gens dans leur découverte. Et un produit, pas de speed, rien du tout. Sauf l'inconvénient, c'est que tu restes quand même perché pendant 6 ou 7 heures. Ben, si t'es bien, tu peux pas redescendre, quoi. Alors, expérience? Donc, expérience, bon, on se méfiait toujours un peu de ça quand même, parce qu'on n'était pas du tout pour ce genre de truc. Donc, j'avais été le seul à la prendre dans le groupe et tous les gens du groupe étaient restés autour de moi. Comme ça, j'avais ma famille avec moi, quoi. Et tout s'est très bien passé. Et je suis monté sur un truc de Santana, à Braxas. Et là, bon. Qu'est-ce que tu découvres? Et quand je dis qu'est-ce que tu découvres, c'est une fois que tu redescends,
En quoi cette expérience t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle te permet de confirmer ou d'infirmer d'ailleurs Eh bien, en fait, cette expérience, c'est peut-être ce que je cherchais, peut-être finement pas le but du voyage ou vraiment une des clés du voyage qu'il fallait que je trouve, et c'est l'amour, la fusion d'amour, la fusion d'amour, la création de la terre, si tu vois. La création, Dieu, l'amour, tout ça c'est qu'une chose, comme une boule en fusion si tu veux, mais avec une densité extraordinaire, et que de ne pas reconnaître cet amour-là qu'il y a dans la création de la terre et en nous, c'est vraiment un mépris par rapport à, quelque part, je pense ça maintenant, par rapport à cette fusion d'amour que j'ai ressentie à ce moment-là. Et après, physiquement, je me suis laissé pousser la barbe, et j'allais tout nu sur le sentier, comme certains Indiens sadhus, tu sais, qui... Voilà, là c'est vraiment... Love. Ah oui, love. Voilà, vraiment... Donc après, on descend un peu plus dans le centre des Indes pour voir vraiment l'Inde rurale et tout. Toujours mon côté quand même assez rural, la terre, les paysans. Et là, on rencontre ici des gens, des belles gens et des traditions et des fêtes extraordinaires, avec des trompettes, des trucs bariolés. On va visiter le musée du Maharaja, du dernier Maharaja et tout. Là, on voulait vraiment se plonger dans l'Inde. On traverse une jungle pendant 8 heures, dans un bus. On était les deux seuls Européens sur des kilomètres à la ronde, en pleine jungle, tu vois, où il y avait encore des tigres, on nous disait. Tu vois, vraiment, là, en plein rêve. Tu vois, après mon trip, c'était extraordinaire, quoi. Ça remontait encore. Donc là, on arrive d'un Mysore dans cette ville où là, étonnamment, on était les deux seuls Européens, quoi. Dans une ville de plusieurs milliers d'habitants, il n'y a même pas un seul touriste, personne. Mais là, on était bien, on était à l'aise, quoi, on était aguerris, enfin, tu vois, il n'y avait aucun souci, même pas trop d'argent et tout, même pas d'argent, aucune importance. On a vu des gens qui remontaient avec 100 francs des Indes et tout. Donc pour nous, c'est confiance totale, quoi. Confiance totale. Et là, on rencontre quelqu'un qui nous dit faut que vous alliez à Dharamsala, où est le Dalai Lama et la communauté tibétaine réfugiée, quoi. Et là, on retraverse tout. Vous remontez tout. On remonte tout en train. On remonte tout en train et on arrive à Dharamsala. Donc là, c'est pareil, c'est le rêve, quoi. Tu arrives au pied de l'Himalaya. Et le premier signal que j'ai vu, mon côté Shabbat certainement, c'est les aigles. Les aigles qui sont perchés, qui sont 2 ou 3 qui planent. Et l'Indien qui nous a accompagnés jusqu'ici nous a dit, en nous présentant l'Himalaya, la montagne, il nous a présenté les aigles. Il dit voilà, les rois, et tu vois, les rois de la montagne. Et après, donc, immersion dans la communauté tibétaine du Dalai Lama, qui n'était pas là ce jour-là, il n'était pas... Non. Et en face de nous, il y avait une école bouddhiste internationale, où il y avait quelques Européens qui venaient, mais à l'époque très peu, quoi. Il y avait très peu d'étrangers là, mais les Tibétains, des gens vraiment ravissants, très calmes, très posés, très... Alors, est-ce que tu expérimentes la méditation Oui. Là, à partir de ce moment-là, j'avais commencé un peu avant, mais à partir de l'expérience de Goa, je expérimente beaucoup plus la méditation, le yoga, méditation intérieure, tout ça. Je fume moins, beaucoup moins. Et il y avait un temple qui était hindouiste, je pense, mais il y avait une lumière dans ce temple-là, à côté de Dharamsala, extraordinaire. Après, donc, on reste là un mois complet, là, en février, sans chauffage, donc avec des gros duvets.
Et notre propriétaire, il nous dit comme ça, votre duvet, c'est un peu... Le matin, vous allez cailler. Alors, il me dit, tiens, il y a un Américain qui a laissé un gros duvet, donc tout content, moi je prends le duvet. Seulement, bon, il y avait des poux dedans, quoi. Donc, pendant 2 jours, donc on est descendu en bas, on a acheté un produit de DTT. Bon, il y avait que ça, du truc. Bon, j'ai déjà quand même pas se mettre ça, du DTT. Donc finalement, pendant 2 jours, on s'est épouillé toutes les lampes, cheveux par cheveux. Mais j'ai dit, aucune question de me raser les cheveux à ça. Ça fait partie de ma... T'as des gens qui, évidemment, qui se rasaient les cheveux quand ils dormaient dans des vieux hôtels comme ça, qui s'entouraient toujours les cheveux pour pas prendre des poux. Mais on reste un mois là-bas, et puis après on redescend par la même route, Pakistan, la passe de Khyber, et là on arrive en Afghanistan par Kaboul, par le nord, par en haut. Et là le froid, la neige, la glace. Les militaires afghans nus pas dans des chaussures en caoutchouc, tu vois, une résistance imaginable, des grosses toiles de coton, tout ça. Là on passe 15 jours, on n'avait plus qu'un visa de 15 jours là, pour traverser, parce qu'il y avait déjà la menace communiste. Juste avant que les Russes déjà attendu. Donc visa de transit juste 15 jours. Donc on refait pareil, Kandahar, Herat. Et puis après, pareil, le car et tout, rentrée, on se retrouve à Istanbul avec 50 francs en poche. 50 francs. Donc sur tout ce que vous aviez économisé là. Voilà, il ne restait plus que 50 francs. Donc on avait envoyé des aérogrammes, on avait quand même un échange de courrier avec la famille et tout pendant les 3 mois. Donc 50 francs, la solution, on va dans un petit hôtel et on paye notre chambre, et là on va à la poste d'Istanbul et pour télégraphier à nos parents, qui nous envoie un mandat de façon qu'on puisse remonter. Donc confiance totale, aucune panique, rien du tout. 50 francs en poche, t'imagines, à 3000 km mais pour nous, c'était pas... Alors, finalement, sur le parking de la ville, on rencontre un Breton qui était là avec un minibus et qui dit, moi, je vous remonte à Paris. Pareil, 3 jours et 3 nuits, non-stop. Il dit, moi, un gaillard énorme. Donc, retour des voyages avec ma compagne. Donc, assez rapidement, je suis retourné faire une formation agricole de 9 mois. Quel genre, quel type? Agriculture biologique. En Normandie? En Normandie. Ouais. Ça, à cette époque-là, c'était ouvert déjà? C'était vraiment le début des premières fermes biologiques, et j'ai profité d'un stage de formation, si tu veux. On avait des stages, liberté de choisir nos stages. Donc moi, j'ai choisi des stages dans les premières fermes biologiques du coin, dont aussi dans une ferme biodynamique, qui est là encore dans un autre monde, mais très intéressant aussi. Oui, de Steiner, bien entendu. De Steiner. Donc à la suite de ça, premier voyage à la communauté de Lanza del Vasto, de l'Arche, dans le sud de la France. Comment t'en as entendu parler, Lanza del Vasto? Lanza del Vasto, à droite à gauche, comme ça, quoi. Parce que, alors, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Lanza del Vasto, élève de Gandhi, qui est revenu vivre dans le Larzac en France et qui a initié le mouvement non violent des paysans pour la défense des terres du Larzac. Donc il était connu, s'il en est, par les paysans, les gens de l'époque, du Larzac. Tout à fait. Est-ce que c'est via cette voie-là que tu as entendu parler de Lanza del Vasto, ou ça n'a rien à voir, c'est encore peut-être par Gandhi Oui, c'est plutôt le système de Gandhi de produire sa nourriture, son vêtement, autonomie totale. Donc quand j'y étais, il produisait carrément, il avait le mouton, il filait la laine. Pas d'électricité, éclairage à bougie. Par contre, j'avais eu après un groupe électrogène pour... donc il y avait un téléphone pour les 300 personnes qui étaient là-bas. Ils faisaient leur pain, tout avec des chevaux. Donc moi, c'est toujours passionné d'attelage. Donc c'est mon but aussi, moi, c'était de travailler la terre avec un cheval. Donc là, les ingrédients étaient tout... Tu as rencontré Lanza del Vasto? Quand je suis arrivé, il était mort il y a 3 mois. Ah. J'ai été sur sa tombe. J'ai été sur sa tombe, il est enterré là-bas. Et en même temps, dans sa doctrine, refus militaire, refus de la conscription obligatoire.
Donc insoumis. Tous les gens qui rentraient dans la communauté étaient des jeunes systématiquement insoumis au régime militaire. Donc, ben oui, après la lutte non violente, tout ça, et aussi, donc là, il y a des gens qui viennent de l'Europe entière, mais beaucoup d'Espagnols, parce que lui est espagnol, et donc la vie en communauté, le repas en commun, l'information le midi, abonnement au journal Le Monde, donc les informations tous les jours étaient données par quelqu'un qui venait, repas végétarien. Repas végétarien, j'y étais 2 fois. Et à l'époque, j'avais pris le train et il y avait un omnibus qui allait de Béziers au petit pays, dans la montagne où il était. Et de la montagne où il était, il y avait 3 km à faire à pied. Donc je prends mon sac, j'arrive à 10h du soir, je descends de l'omnibus, la forêt. Tu vois, je savais qu'il fallait aller par là, mais il faisait nuit, j'avais même pas de pile. Tu vois, maintenant, je suis beaucoup mieux organisé, mais à l'époque. Donc, je prends le chemin. Dans la nuit, c'est un petit peu éclairé quand même. Et puis, à un moment, deux chemins, une fourche. Je dis, qu'est-ce que je fais? Ou je vais dans la campagne totale ou... Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je m'en rappellerai tout un labrador noir, un chien noir, qui vient à ma rencontre et qui m'emmène sur le bon chemin à gauche. Un chien de la communauté qui était venu pour me chercher. C'est pas mal. Bon, j'ai dit ça commence bien. Ça commence bien, oui, mais oui, il m'attendait. Combien de temps t'es resté là-bas? 8 jours. 8 jours. 8 jours, et avec la découverte, et avec Catherine, qu'on avait quand même le projet, à l'époque, éventuellement, de s'installer dans la communauté. Quoi. Parce que tu étais descendu avec Catherine ou tout seul? J'étais descendu une fois tout seul et elle était redescendue avec moi une fois, la deuxième fois avec moi, pour voir justement comment que ça se passait, tout ça. Et combien de temps la deuxième fois t'es resté? Pareil, 8 jours aussi. Oui. Alors l'essentiel de ce mouvement non violent, et avec le recul que tu as aujourd'hui, avec l'âge que tu as, dans quelle mesure est-ce que tu estimes que c'est faire bouger ou changer les choses dans la non-violence? Est-ce que c'est possible? Ah oui, complètement. Mais par vraiment une solidarité, une entraide, comme ils ont fait au Larzac, quoi. Ouais. Là, toutes les couches sociales étaient, tout le monde était en même temps, voilà, oui. Mais beaucoup de monde et tout le monde soudé et hors pression. Voilà. Et c'est tout un processus, par contre, c'est un processus de combat, si on peut dire. Hein. Et lui, donc, ouvert à toutes les religions. Toutes les religions. Par contre, interdit aux athées. Ah oui? Voilà. Il fallait avoir un sentiment religieux même pour faire un stage. Donc en fait, ce qui était enseigné là-bas, c'était l'autonomie. L'autonomie, quoi. Ouais. Autonomie alimentaire. Donc à l'école, ils avaient leur école, leur instituteur, jusqu'à toute la classe primaire. Donc il y avait une vingtaine d'enfants à l'école. Et après au lycée, ils allaient prendre le car. Il y avait une voiture dans la communauté qui les emmenait au car pour aller pour prendre le lycée. Et après, les enfants sont libres soit de rester dans la communauté, soit de partir. Mais voir 2 chevaux labourer, faire du blé et après que tu manges le blé. Par contre, une communauté quand même assez tassée, de petits appartements très proches, mais les gens vivaient les uns sur les autres. Et j'avais parlé avec un type qui venait qui avait été chef de production dans une laiterie dans le Calvados, dans un gros truc et tout, qui avait tout balancé. Lui, ça faisait 5-6 ans qu'il était là avec sa femme, mais il souhaitait partir à cause de la promiscuité quand même. Quand tu es tassé comme ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, pas évident. C'est pas évident à vivre. Quoi. Ouais, c'est ça le principe des communautés, c'est justement de savoir vivre ensemble. Il ne s'agit pas tant de... Voilà. Par la suite, il y a toujours pareil, hein, c'est peut-être à une petite échelle, mais les problématiques que l'on peut rencontrer entre êtres humains sont les mêmes. Entre êtres humains, sont les mêmes. Alors, avec la règle de pas du tout, aucun éclat de voix, rien du tout. Et au contraire, explication. S'il y a problème, explication avec un des responsables de la communauté en cas de litige, tu vois. Et comme dans une communauté de moines, pendant 3 ou 4 ans, tu es novice. Et après, au bout de 3 ans, mettons, tu fais le serment, tu rentres comme membre de la communauté. Donc là, tu t'engages
comme dans une communauté de moines, aux règles strictes de la communauté. De la communauté.